le 7 septembre 2025, un signal jugé impossible fissure 50 ans de certitude géologique. En quelques heures, 2 chiffres seulement, une densité de diamants hors norme et une matrice de carbone d'une instabilité extrême suffisent à faire basculer une mission de routine en alerte stratégique mondiale, avec des marchés soudains sous tension. Qu'est-ce que cela change pour vous quand on comprend que chaque carat peut rallumer de vieux appétits et imposer de nouvelles pressions? Une aube minérale s'ouvre sur le Sahel, éclatante et lourde de conséquences. Cette analyse promet une chose précise: comprendre pourquoi une découverte minérale peut redéfinir un État, bien au-delà de sa valeur marchande. En 10 mots, l'enjeu est clair: préserver la souveraineté avant que la richesse ne la déforme. Derrière l'annonce spectaculaire, le impose un dilemme concret: transformer un avantage géologique en trajectoire politique maîtrisée sans céder à l'euphorie ni aux pressions extérieures. Ce qui est en jeu dépasse l'extraction. Il s'agit de décider qui contrôle l'information, le rythme, puis la transformation d'une ressource devenue stratégique. Les comparaisons internationales, immédiates, montrent à quel point une richesse mal encadrée peut fragiliser des institutions, créer des dépendances et déplacer des équilibres régionaux. A l'inverse, une gestion rigoureuse peut renforcer la cohésion interne et crédibiliser un État sur la scène diplomatique. Pour la question n'est donc pas seulement combien, mais comment et pour qui. Et comprendre cette séquence permet d'anticiper les choix à venir, leurs risques et leurs marges de manœuvre, avant que l'histoire ne s'écrive sous la pression de l'urgence. Les premières vérifications croisées révèlent un écart net. Un taux de pureté supérieur d'environ 6% aux standards mondiaux, confirmé à la fois par les carottages et par les relevés satellitaires. Cette concordance immédiate entre données terrestres et orbitales suffit à transformer un simple signal en certitude géologique, dissipant les doutes initiaux des équipes sur le terrain. À partir de là, l'événement quitte le registre de l'hypothèse pour entrer dans celui de la décision. Le contexte éclaire pourquoi cette révélation pèse autant. Le se situe dans une zone volcanique, longtemps jugée marginale, explorée sans résultat probant pendant des décennies. La découverte rompt donc une continuité historique. Elle contredit les modèles admis et oblige les institutions scientifiques à réviser leurs cartes de référence. Cette rupture explique la rapidité avec laquelle l'information remonte puis vers les marchés et les chancelleries. Au petit matin du 7 septembre, une équipe mixte burkinabé et chinoise mène une prospection de routine lorsqu'apparaît une matrice de carbone cristallisée d'une taille jamais enregistrée localement. Les ingénieurs soupçonnent d'abord un dysfonctionnement logiciel. Plusieurs heures plus tard, les satellites confirment l'anomalie parfaitement structurée. L'alerte devient prioritaire. À 8h30, le centre géologique transmet un message classifié au palais présidentiel. À 9h15, un conseil restreint se réunit. C'est à ce moment que impose un cadre: verrouiller le périmètre, limiter la circulation des données, éviter toute interprétation prématurée. Cette posture traduit une compréhension précoce de l'enjeu. Avant même l'exploitation, le contrôle de l'information conditionne la souveraineté. Le mini-révélateur n'est donc pas seulement un chiffre ou une image satellite, mais la vitesse avec laquelle un État comprend que la science peut devenir un fait politique. Dès les premiers jours, la découverte prend un visage humain à travers ceux qui se trouvent au plus près du. Ingénieurs et militaires deviennent les premiers médiateurs entre un fait scientifique brut et sa compréhension collective. Leur rôle dépasse la technique. Ils traduisent l'urgence en gestes concrets, expliquent l'invisible et instaurent une discipline nouvelle sur le terrain. Décrivent une sensation singulière en s'approchant du site. Sous les pas, des vibrations infimes rappellent la présence d'une chambre magmatique dont la stabilité reste à évaluer. Rien d'alarmant, mais rien de rassurant non plus. Cette impression de seuil alimente une vigilance permanente. Les ingénieurs ajustent les protocoles, multiplient les relevés et réduisent les marges d'erreur, conscients que chaque donnée mal interprétée pourrait déclencher des réactions en chaîne. Autour du site, l'impact est immédiat. Les marchés locaux se vident par moments, les habitants se regroupent autour des radios communautaires pour suivre les annonces. L'information circule plus vite que les convois logistiques. Dans les villages voisins, des rassemblements spontanés mêlent
prudence et fierté, comme si la découverte redéfinissait soudain la relation entre la Terre et ceux qui l'habitent. Ah, les premiers échanges entre scientifiques et autorités politiques dessinent un langage commun. Apparaît brièvement sur le terrain, attentif aux explications techniques, posant des questions précises sur les couches géologiques et la teneur en carbone. Cette présence, discrète mais symbolique, renforce l'idée que la souveraineté commence par la compréhension. Le sens qui s'impose est simple. Comprendre tôt pour agir juste, avant que l'élan ne devienne incontrôlable. Tout bascule d'abord par une activation discrète. Aux premières heures suivant la confirmation satellitaire, le site du change de statut sans annonce publique. Les communications se resserrent, les accès sont filtrés et les rapports deviennent plus courts, presque codés. Ceux qui relevaient encore de la science appliquée glissent vers la gestion du risque, comprennent que la vitesse compte autant que la précision. Chaque minute gagnée réduit la probabilité d'une fuite et, avec elle, l'entrée d'acteurs non maîtrisés dans l'équation. La montée vers le point culminant s'opère en quelques heures. Les premières images aériennes montrent des reflets bleutés inhabituels dans les roches, signe d'une concentration exceptionnelle en carbone cristallisé. Les géologues multiplient les carottages de validation, tandis que les forces de sécurité établissent un périmètre élargi. Des drones civils repérés dans la zone sont neutralisés. L'urgence n'est plus seulement scientifique, elle devient politique. Les ministères réagissent en cascade, chacun mesurant que le pays franchit un seuil inédit. Le moment d'apogée survient lorsque l'information quitte le cercle fermé des experts. Le soir même, une chaîne panafricaine diffuse au monde l'expression qui cristallise l'attention. Le plus grand gisement de diamants jamais observé. En moins d'une heure, les marchés internationaux frémissent. Certains courtiers suspendent leurs transactions, d'autres exigent des évaluations immédiates. Les comparaisons affluent, notamment avec les premières découvertes pétrolières du XXe siècle. Le Sahel, longtemps perçu comme périphérique, entre brutalement dans une lumière géoéconomique inattendue. Au cœur de cette séquence, adopte une ligne de conduite rigoureuse. Un conseil restreint est réuni, les consignes sont claires. Réduire la communication, verrouiller les routes, éviter toute interprétation hâtive. Cette posture vise à contenir l'emballement, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. La priorité n'est pas de célébrer, mais de stabiliser. L'événement doit être intégré, non subi. La rémanence s'installe ensuite lorsque l'euphorie cède la place à la méthode. Les ministères structurent des protocoles d'action associant scientifiques, militaires et économistes. Les universités organisent des séminaires d'urgence pour analyser les premiers résultats. Les coopératives locales demandent à être consultées sur les perspectives futures. Dans les rues, l'excitation demeure, mais elle se teinte de prudence. Chacun comprend que la richesse peut autant unir que fragiliser. En quelques jours, le passe d'un signal anormal à un processus national organisé. L'enchaînement activation, apogée, puis consolidation dessine une chronologie nouvelle. La découverte cesse d'être un instant spectaculaire pour devenir une responsabilité continue, inscrite dans le temps long. La base de référence, établie par les géologues, est claire, puis l'écart apparaît nettement. Les premiers rapports indiquent environ 2,4 millions de tonnes de roches diamantifères sous le bas, une quantité déjà exceptionnelle pour une zone volcanique isolée. L'analyse suivante révèle qu'environ 6% de cette masse est directement exploitable, soit plus du double de la moyenne mondiale estimée autour de 2,8%. Cette différence mesurable transforme une découverte prometteuse en potentiel stratégique rare. Un second delta se dessine dans la qualité du matériau. Les carottages montrent un ratio de pureté supérieur aux standards observés au Botswana et en Yakoutie lors de leur phase initiale d'exploitation. Chaque point de pureté supplémentaire augmente la valeur finale tout en réduisant les pertes lors de la transformation. Pour les décideurs, cette donnée n'est pas abstraite, elle conditionne le choix entre exportation brute et traitement local et donc la capture de valeur sur le territoire national. Les effets chiffrés s'étendent rapidement au marché. Dans les 10 jours suivant l'annonce publique, les investissements régionaux liés au secteur minier et technologique progressent d'environ 18%. L'indicateur reste volatile, mais il signale un changement de perception. Le n'est plus
vu uniquement comme un espace de risque, mais comme un pôle d'opportunité encadré. Parallèlement, le prix du diamant brut enregistre une hausse rapide d'environ 11% avant de se stabiliser, illustrant la sensibilité d'un marché mondial à une découverte concentrée et politiquement maîtrisée. Un troisième ensemble de chiffres concerne la sécurité. Le budget de défense intérieure est augmenté d'environ 22% afin de protéger le périmètre du. Cette hausse finance des moyens de surveillance, dont des drones et des capteurs géomagnétiques destinés à prévenir toute extraction illégale. Les experts militaires estiment que ces mesures réduisent significativement le risque d'ingérence directe ou indirecte. Ici, le chiffre n'est pas un signal de militarisation excessive, mais l'indicateur d'une anticipation assumée. Dans ce cadre, adopte une communication fondée sur la logique baseline delta. Il part des données brutes, expose l'écart créé par la situation burkinabé et explique ce que chaque indicateur signifie concrètement pour la population. 3 axes structurent alors la réponse publique: sécuriser le site, transformer localement la ressource et transmettre les bénéfices sous forme d'institutions et de compétences. Les tableaux de suivi publiés par le ministère des Mines montrent une montée progressive des capacités nationales de contrôle et d'analyse. Ces preuves chiffrées produisent un effet cumulatif. Elles déplacent la découverte du registre symbolique vers celui de la gouvernance mesurable. La quantification n'épuise pas le débat, mais elle impose une contrainte salutaire. Chaque décision devra être évaluée à l'aune de données vérifiables. Dans ce sens, les chiffres ne ferment pas l'avenir. Ils en dessinent les limites praticables. 2 lectures opposées se structurent rapidement autour du chacune appuyée sur des arguments cohérents. La première, portée par plusieurs institutions et chancelleries occidentales, estime qu'un contrôle intégral par le comporte des risques systémiques. Selon cette thèse, la concentration d'une ressource stratégique dans un seul État pourrait accentuer les tensions régionales, perturber les chaînes d'approvisionnement et accroître la volatilité des prix. Les défenseurs de cette position invoquent dans des précédents où des découvertes majeures, mal intégrées aux marchés mondiaux, ont déclenché des cycles d'instabilité financière et diplomatique. Ils soulignent aussi que l'absence de mécanismes internationaux de supervision pourrait inquiéter les investisseurs et ralentir les flux de capitaux nécessaires aux infrastructures. La seconde lecture, soutenue par de nombreux acteurs africains, adopte une logique inverse. Elle considère que la maîtrise nationale complète constitue précisément la condition de la stabilité. Pour ses partisans, l'histoire récente du continent montre que la gestion partagée ou externalisée des ressources a souvent abouti à une captation de valeur au détriment des populations locales. Ils avancent qu'un contrôle souverain permet d'aligner extraction, transformation et redistribution sur des priorités nationales claires. Cette approche valorise la montée en compétences locales, la transparence institutionnelle et la capacité de l'État à imposer un calendrier plutôt que de le subir. La réponse aux 2 thèses se construit à partir des faits observés depuis l'annonce. Les marchés n'ont pas connu de panique durable. Après une réaction initiale, ils se sont stabilisés, suggérant que la discipline affichée par rassure plus qu'elle n'inquiète. L'augmentation mesurée des investissements régionaux indique qu'une dynamique endogène peut émerger sans rompre les équilibres globaux. Par ailleurs, le renforcement ciblé de la sécurité montre que la souveraineté n'exclut pas la prévention des risques. Ainsi, le débat ne se résout pas par le choix exclusif d'un camp, mais par une convergence minimale. Quelle que soit l'architecture retenue, la gestion doit rester rigoureuse, lisible et fondée sur des données. Le devient alors un test de gouvernance plus qu'un simple enjeu de propriété. À ce stade, les analyses cessent de commenter la découverte pour en mesurer la portée stratégique. Les rapports internes ne parlent plus seulement de volume ou de pureté, mais d'un repositionnement durable dû dans les équilibres régionaux. Le n'est plus un site minier potentiel, il devient un point d'ancrage autour duquel se redéfinissent doctrines économiques, partenariats et priorités institutionnelles. Les chancelleries étrangères ajustent leur posture. Les demandes d'entretien se multiplient, les notes diplomatiques se densifient et les discours publics gagnent en prudence.
Dans le même temps, les universités nationales préparent l'ouverture de nouvelles filières, anticipant une demande accrue en géophysique, en ingénierie minière et en transformation des matériaux. Le changement est silencieux mais profond. L'État se projette déjà au-delà de l'extraction. Au centre de cette recomposition, introduit une notion structurante, l'unité stratégique. Elle lie la maîtrise de la ressource à la cohésion nationale et à la coopération régionale sans dilution de l'autorité. Les pays voisins observent et pour certains signalent leur intérêt pour des cadres de collaboration technique, conscients qu'un précédent est en train de se former. Ce milieu du récit révèle ainsi une bascule décisive. La découverte cesse d'être un événement à gérer. Elle devient une matrice politique. À partir de ce point, chaque décision future ne sera plus évaluée à l'aune de l'urgence, mais selon sa capacité à inscrire le pays dans un ordre nouveau, encore fragile, mais désormais pensable. Les effets de la découverte se matérialisent rapidement et touchent plusieurs cercles à la fois, du cœur de l'État aux périphéries régionales. Pour les institutions nationales, la première conséquence est organisationnelle. La création de fonds dédiés et de comités interministériels traduit une volonté de canaliser la richesse avant qu'elle ne disperse les priorités. Les administrations révisent leur calendrier, intègrent de nouveaux indicateurs et renforcent les mécanismes de contrôle. Cette réactivité institutionnelle vise à transformer un choc exogène en trajectoire gouvernable, en évitant les déséquilibres budgétaires ou les attentes irréalistes. Pour les entreprises nationales, l'impact est structurel. Les autorités privilégient les sociétés locales dans les contrats de logistique, de surveillance et d'ingénierie, créant un effet d'entraînement inédit. Des startups émergent autour des besoins de sécurité, d'analyse de données et de maintenance, tandis que les coopératives cherchent à se positionner dans la chaîne de valeur. Cette dynamique ne garantit pas une réussite immédiate, mais elle ouvre un espace où l'activité économique dépasse la simple extraction pour inclure des services à forte valeur ajoutée. Pour les citoyens, les conséquences sont plus diffuses, mais tout aussi réelles. L'annonce de projets éducatifs et sanitaires financés par les revenus futurs alimente une attente nouvelle. Dans les villes, la confiance se traduit par une consommation légèrement accrue et par un intérêt renouvelé pour les formations techniques. Dans les zones rurales, la découverte ravive le sentiment d'appartenance à un projet national commun. Cette dimension sociale reste fragile, elle dépendra de la capacité de l'État à rendre visibles les bénéfices et à maintenir une communication claire. Pour l'espace régional, enfin, le agit comme un catalyseur. Les pays voisins observent les choix burkinabés avec attention, certains proposant des coopérations techniques ou des formations croisées. Les corridors logistiques existants sont repensés non comme des axes d'exportation brute, mais comme des infrastructures intégrées à une vision sahélienne plus cohérente. Cette évolution suggère que la découverte pourrait renforcer l'interdépendance régionale plutôt que la concurrence. Dans cette configuration complexe, apparaît comme un arbitre permanent entre ambition et prudence. Sa ligne consiste à accepter les conséquences économiques et diplomatiques sans perdre de vue la cohésion interne. Le ne produit donc pas un effet unique, mais une série de répercussions imbriquées. Leur ampleur réelle dépendra moins de la taille du gisement que de la constance avec laquelle ces choix seront assumés dans la durée. À moyen terme, l'évolution du autour du dépendra d'un équilibre délicat entre contrôle interne et pression externe. 3 trajectoires plausibles se dessinent, chacune conditionnée par des choix déjà engagés et par des réactions encore incertaines. Dans le scénario de base, l'État maintient une stratégie de contrôle strict, tout en ouvrant des partenariats techniques limités. Les phases pilotes d'exploitation démarrent progressivement, permettant de tester les capacités nationales sans provoquer de choc sur les marchés internationaux. Les institutions gagnent en crédibilité grâce à une communication régulière et à des indicateurs publics de suivi. La croissance économique s'accélère de manière mesurée, portée par les investissements régionaux et par la montée en compétences locales. Ce scénario exige une gouvernance stable et une coordination constante entre ministères, mais il reste le plus compatible avec la prudence affichée jusqu'ici. Le scénario optimiste repose sur une intégration régionale renforcée. Le devient le noyau d'un réseau sahélien
de ressources stratégiques avec des accords de formation, de transformation et de logistique partagés. Les infrastructures se développent conjointement, réduisant les coûts et augmentant la valeur ajoutée locale. Cette dynamique crée un effet d'entraînement sur l'emploi et sur l'innovation, tout en consolidant une autonomie collective face aux acteurs extérieurs. Elle suppose toutefois un haut niveau de confiance politique entre États voisins et une capacité à résoudre rapidement les différends. Le scénario critique, enfin, envisage une réaction défavorable des marchés et de certains partenaires internationaux. Des restrictions financières ou médiatiques ciblées pourraient freiner les projets, accentuant les tensions internes entre partisans de l'ouverture et défenseurs d'un contrôle total. Les retards accumulés pèseraient sur les attentes sociales, risquant de transformer l'espoir en frustration. Dans ce cas, la priorité deviendrait la préservation des acquis institutionnels afin d'éviter un isolement durable. Dans ces trois hypothèses, une recommandation de fond s'impose. Pensez chaque décision comme un point d'ancrage plutôt que comme une réponse immédiate. La planification, plus que la vitesse, déterminera la capacité du pays à transformer une découverte exceptionnelle en trajectoire soutenable. À mesure que la découverte s'installe dans la durée, son impact se diffuse dans la vie quotidienne, bien au-delà des cercles institutionnels. Pour les travailleurs, les premières orientations publiques modifient les attentes. Les annonces liées à la formation technique et aux infrastructures renforcent l'idée que les compétences locales deviendront un levier central. Cette perspective redonne de la valeur au savoir-faire et réhabilite des parcours professionnels longtemps perçus comme secondaires. Chez les jeunes et les étudiants, l'effet est surtout culturel. Les établissements scolaires et universitaires intègrent la découverte dans leurs enseignements, non comme un récit spectaculaire, mais comme un cas concret de lien entre sciences, économie et responsabilité civique. Les filières scientifiques attirent davantage, portées par la possibilité d'une utilité sociale visible. Cette projection vers l'avenir nourrit une motivation nouvelle fondée sur l'idée que l'expertise peut servir directement le pays. Dans les communautés locales, notamment rurales, l'impact prend une forme plus symbolique. Les discussions autour du réactivent des récits anciens et les inscrivent dans le présent. La ressource n'est pas perçue uniquement comme une richesse à extraire, mais comme un héritage à protéger. Cette lecture renforce la cohésion sociale et réduit la distance ressentie entre centres de décision et territoires périphériques. Pour le public au sens large, la découverte agit comme un révélateur. Elle oblige chacun à s'interroger sur sa place dans une trajectoire collective, apprendre davantage, transmettre un savoir, soutenir des institutions ou simplement adopter une vigilance civique. Ces gestes, modestes mais cumulés, donnent une profondeur sociale à un événement qui pourrait autrement rester abstrait. L'impact réel ne se mesure donc pas seulement en chiffres, mais dans la manière dont une société choisit de se projeter. La phase suivante repose sur une organisation méthodique destinée à transformer la découverte en trajectoire durable. Les autorités présentent une feuille de route structurée, pensée pour relier la souveraineté minérale à la stabilité sociale et régionale, sans précipitation ni improvisation. L'objectif n'est pas d'accélérer à tout prix, mais d'ordonner les étapes pour éviter les dérives observées ailleurs. La première étape consiste à institutionnaliser le contrôle. Une autorité dédiée supervise la traçabilité, les flux et les concessions, afin que chaque unité extraite soit enregistrée et vérifiable. Cette transparence vise à réduire les risques d'ingérence et à installer une confiance mesurable, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Elle crée un cadre où la règle précède l'opportunité. La deuxième étape porte sur la montée en compétences. Un programme de formation cible les ingénieurs, techniciens et chercheurs en lien avec les universités nationales et des partenaires techniques encadrés. L'enjeu est de maîtriser l'ensemble de la chaîne, de l'analyse géologique à la transformation, pour limiter la dépendance extérieure et capter davantage de valeur localement. La troisième étape organise la redistribution. Les revenus attendus sont orientés vers des priorités clairement identifiées. Éducation, santé et infrastructures énergétiques. Chaque affectation est assortie d'indicateurs de suivi afin de rendre visibles les bénéfices pour la population
et d'éviter la dilution des ressources. Enfin, une étape de prévention environnementale complète l'ensemble. Des études d'impact continu évaluent la stabilité du site et la protection des écosystèmes, privilégiant l'anticipation aux réparations tardives. Dans cette architecture, insiste sur un principe directeur. La souveraineté n'a de sens que si elle se traduit en institutions solides et en connaissances partagées. Au pied du, un objet simple concentre désormais les récits. Une pierre brute, encore marquée par la poussière volcanique, déposée là comme un repère silencieux. Elle rappelle les premières heures où les équipes ressentaient sous leurs pas ces vibrations ténues annonçant un basculement. Autour d'elle, habitants et visiteurs projettent une mémoire en construction, faite d'attente, de retenue et de fierté mesurée. Les anciens évoquent les histoires transmises, où la terre ne révèle ses richesses qu'au moment jugé juste. Les plus jeunes y voient un signe d'avenir, non comme une promesse immédiate, mais comme une responsabilité à porter. Ce lieu devient un point de convergence entre passé et projection, entre ce qui a été longtemps espéré et ce qui doit désormais être construit avec méthode. Dans cette scène sobre rappelle une idée centrale. La lumière qui naît du sol exige de la mesure. Sa parole, reprise dans les écoles et les marchés, agit moins comme un slogan que comme un rappel de discipline collective. Elle invite à résister à l'ivresse du court terme pour privilégier la continuité. Le cesse alors d'être un événement spectaculaire. Il se transforme en motif, un fil discret, reliant science, souveraineté et conscience civique. Cette clôture émotionnelle ne referme pas le récit, elle l'ancre. Elle suggère que la véritable richesse réside peut-être dans la capacité d'un pays à se reconnaître dans la manière dont il choisit d'avancer. À ce stade, la découverte n'appartient plus seulement aux institutions ou aux experts. Elle s'inscrit dans un espace plus large, fait de gestes ordinaires et de choix quotidiens. Les familles, les enseignants, les travailleurs et les étudiants participent déjà, parfois sans le formuler, à la manière dont cet événement s'enracine dans la société. La richesse minérale n'impose pas une direction unique. Elle ouvre un champ de possibles qui dépend de l'attention collective. La pierre brute évoquée plus tôt devient alors un symbole discret. Elle rappelle que la valeur ne se mesure pas uniquement à ce qui est extrait, mais à ce qui est transmis, protégé et compris. Les discussions locales, les cercles d'apprentissage, les initiatives communautaires donnent une forme concrète à cette responsabilité partagée. Elles transforment un fait géologique en expérience civique. Dans cette dynamique, la parole publique compte autant que les décisions officielles. S'informer, débattre avec mesure, transmettre un savoir ou soutenir des institutions locales sont autant de manières d'ancrer la souveraineté dans le quotidien. Insiste sur cette continuité entre État et société, rappelant que la stabilité durable se construit rarement dans le spectaculaire, mais dans la constance. Alors, face à cette lumière née du « quelle place choisissez-vous de prendre ?» simple observateur ou acteur attentif d'une trajectoire collective en devenir.